Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Assimi Goïta sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle au Mali? L'idée qui pouvait paraître saugrenue il y a encore quelques semaines commence à alimenter les débats au Mali. Une éventuelle candidature qui est évoquée même par des personnalités prenant part à la transition actuelle devant conduire à des élections libres, transparentes et inclusives. Issa Kaoudim, des vice-présidents du CNT, le Conseil national de transition, y croit dur comme fer et avance même que ce serait le désir du peuple malien. Cette sortie qui intervient dans la foulée d'un déplacement du vice-président de la transition où il s'est offert Ben Foul est-elle anodine? A-t-il consulté ou reçu l'aval du colonel pour faire une telle déclaration? La charte de la transition est-elle en voie d'être modifiée? Mali, évocation d'une candidature d'Assimi Goïta à la présidentielle, ballon d'essai ou plan savamment orchestré, c'est la thématique principale de l'émission du jour. On en parle juste après l'intermède. Avec nous aujourd'hui, Juge Nyong Pati, bonjour. Bonjour Johannes et bonjour chers téléspectateurs de Sika TV. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Un plaisir de vous avoir. Face à vous, Emel Guéret, bonjour. Bonjour, M. Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Emel Guéret, après question pour vous. Déjà, est-ce que selon vous, c'est je dirais normal ou surprenant d'apprendre que il y a des gens qui veulent que le colonel Assimi Goïta soit candidat? Pour ma part, c'est classique. Assimi Goïta, d'abord, qui est-il? C'est un personnage très discret et très aimé. C'est un homme de terrain. Je me rappelle lors de la présentation de l'équipe qui a fait le putsch, même s'il refuse que ce n'est pas un coup d'État, parce que l'autre constitution n'a pas été changée. On l'a présenté comme un homme de défi. Et très jeune, 37 ans, donc il est très populaire. Et le 7 mars dernier, lors d'une visite de terrain au nord, il a bénéficié d'un bain de foule extraordinaire. Donc il a une popularité. Et c'est donc ce monsieur Issa qui a lancé l'appel pour dire qu'il sera notre candidat en 2022. Il faut remarquer que selon la charte du CNT, il est interdit que les membres de la transition ne devraient pas être candidats. Donc on verra bien la suite. Voilà. Alors, juste Léon Patin, est-ce qu'on peut, selon vous, comprendre ces personnalités-là qui prennent la parole et demandent à ce qu'Assimi Goïta puisse être candidat? Merci. D'entrée de jeu, vous voudrez même me permettre... C'est ma toute première prise de parole après un très grand événement scientifique me concernant. Et je voudrais dire une fois encore merci à mon directeur de thèse, le professeur Hassan Joël Adeloui, agrégé des facultés de droit, directeur de l'école doctorale de la FADESP. Dire merci également aux membres du jury, notamment au professeur Gadji, au professeur Ounaké, au professeur Arlin Vier, au professeur Kébi. Je dis merci également à toute l'université et à l'État béninois. Alors, ceci étant, le sujet dont nous traitons est un sujet qui pose de manière globale la problématique du rétablissement de l'ordre constitutionnel dans un contexte de dialogue ou de collaboration entre les dirigeants actuels de la République malienne et la communauté sous-régionale, plus précisément la CEDEAO. Et de manière beaucoup plus précise, cela nous conduit vers la problématique de l'armée et des militaires en politique et au regard du droit, plus précisément au regard des normes constitutionnelles. Théoriquement, quelle est la position, quelle est la place qui est désormais réservée à l'armée dans un contexte constitutionnel normal? C'est vrai que le contexte malien actuellement est un contexte exceptionnel.
dans un contexte constitutionnel normal, quelle est la place de l'armée dans l'État? Quelle est la place des militaires? Quelles sont les conditions à remplir lorsqu'un militaire doit se présenter pour être candidat à l'élection présidentielle? Et risque ou avantage? Mais dans un contexte exceptionnel comme celui du Mali, et c'est vrai que les mêmes questions reviennent, mais il faut inviter, outre la Constitution, il faut inviter les règles juridiques établies de manière consensuelle, notamment ce que j'appelle l'accord d'Accra par rapport au Mali, accord comportant 6 points, même s'ils n'ont pas signé véritablement un document. Nous savons que du point de vue du droit naturel, ou de l'école du droit naturel, le véritable droit, c'est d'abord la volonté des intéressés, c'est la pensée des intéressés. Et les 6 points-là sont, de mon point de vue, à considérer, même si, sur le plan du point de vue de la théorie ou du point de vue du positivisme juridique, il y a quelques insuffisances ou quelques faiblesses. Le second élément, du point de vue normatif, par rapport à la dimension normative de l'affaire, donc vous avez la Constitution, vous avez l'accord d'Accra et vous avez maintenant la charte de la transition. Alors au regard de ce cadre normatif d'un côté et au regard du cadre institutionnel qui fait ressortir le président, le vice-président, le premier ministre, le CNT, ils appellent ça, non? Tout à fait. Voilà. Et en rapport avec les corps informels tels que l'imam Diko, lorsqu'on se met au milieu, on met en rapport le contexte normatif ou le cadre normatif et le cadre institutionnel, que représente la candidature de quelqu'un comme M. Goïta, qui est en train d'être suppité. Est-ce que c'est une supputation ou bien c'est un plan savamment orchestré? Je voudrais, d'entrée du jeu, dire que quand on reste dans la pensée ou dans la perspective éthique pour observer, ce n'est pas bien. Quand on fait de l'éthique de la politique, même si certains vont trouver que l'éthique de la politique, c'est une chimère, c'est une illusion, il n'y a pas d'éthique en politique. Si je reste dans la logique selon laquelle le véritable pouvoir vient de Dieu, et si je m'intéresse un peu au préambule de la constitution malienne et des constitutions africaines, surtout d'après 1990, je dirais que dans l'angle éthique, ce n'est pas bien. Et sur le plan juridique, je trouve également que ce n'est pas prudent. Et sur le plan politique, je dis, ça donne l'impression que le peuple malien a été piégé ou est en train d'être piégé. Mais je ne prends pas une position tranchée parce que je me demande en même temps, est-ce que Assimi Goïta ou tout simplement est-ce que les militaires en politique ne constituent pas un mal nécessaire face au contexte de sécurité très morose du Mali où 2 tiers du territoire est menacé. Donc, il nous appartient de mener une réflexion et des analyses suffisamment prudentes. Mais d'entrée de jeu, il ne me convainc pas et ce n'est pas une surprise, c'est un plan savamment organisé. Quand on tient compte de l'actualité malienne depuis le putsch ou le coup d'État, ou ce que vous voulez, depuis 2020, on sent vraiment que c'est un plan savamment orchestré et en plus du cadre normatif qu'ils ont à leur côté, en plus du cadre institutionnel qu'ils influencent, ils ont maintenant les armes. Et que peut le peuple? Le peuple observe. Est-ce qu'il est un peuple joyeux ou malheureux? Alors, Emile Guérin, est-ce que, selon vous, les aspirations donc, du peuple malien, ces aspirations-là ne sont pas en train d'être volées ou distraites? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je remercie mon doyen en face qui a évoqué la divinité du pouvoir. Elle est une réalité depuis la création du monde. Les royautés, les chefferies sont basées sur ça, sur celui qui est le plus fort. Le plus fort, pas forcément un méchant, on est d'accord. Et donc aujourd'hui, Assimi Goïta n'est pas arrivé là par hasard parce qu'il faut rappeler qu'il est le patron de l'unité spéciale dans le centre du Nord. Et le Mali étant dans une crise sécuritaire grave sans précédent, il faut un État fort. Moi, j'ai toujours milité pour un État fort et très fort. Donc, il faut quelqu'un de poids pour pouvoir diriger les actions à mener. Et qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Ces jeunes qui ont pris le pouvoir,
ont tout fait pour éviter les erreurs de 2012. Parce qu'aujourd'hui, l'unité spéciale d'élite que dirige Assimi Goïta est composée de presque tous les corps d'armée de l'armée malienne. Et donc là, déjà, il a un accord entre eux. Je ne pense pas, à mon avis, qu'il va oser être candidat. Pourquoi? D'abord, les membres du M5 ne sont pas d'accord. Et le très influent imam Diko dit jamais ça n'arrivera. Alors, vous savez, le Mali aujourd'hui est très influencé par la religion, et cette religion qui décide de tout. Ils sont capables de faire mettre un premier ministre. La dernière fois, ils ont réussi à mettre un des leurs à la tête de la commission électorale. Là. Et donc, l'imam Diko, comme vous le savez, très populaire, donc très influent, qui déjà est prêt, il dit qu'il est prêt à descendre dans la rue si les aspirations du peuple ne sont pas respectées, si on doit avoir un président très distant du peuple. Je loigne les gestes d'Assimi Goïta de notre côté, parce que je ne pense pas que la libération par la transition rapide du général Sanogo soit anodine, pas du tout pour moi, pas. Et lui, aujourd'hui, il n'est pas de la transition, il peut être candidat, parce que c'est leur grand frère, c'est les mêmes. Et Malik Diao, le président du CNT, était dans la photo de présentation du coup d'État de 2012. Tout à fait. Et Sanogo, il était tranquille à la maison quand les jeunes qui étaient entrés en mutinerie l'ont appelé pour venir prendre le pouvoir. Parce que vous savez, l'armée malienne est très corrompue. Il y a une corruption et fulgurante au sein de l'armée malienne, par les hauts gradés, dont les généraux. Et donc aujourd'hui, vous allez constater que ce sont des jeunes qui sont en train, et je pense pour ma part que ce n'est que le début d'un processus de transformation sur toute la planète. Les militaires seront présents partout, je vous dis. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez vu, même le 7 mars, depuis du 4 au 7 mars dernier, le Capitole a encore été, une fois encore, parce qu'il y a eu des rumeurs qu'il peut y avoir encore une insurrection populaire. Et donc, je pense qu'avec les défis planétaires qui arrivent, les militaires auront leur mot à jouer. Pourquoi? Ils sont du peuple. Ils sont des citoyens. Pourquoi on peut leur refuser le droit? Et nous avons constaté, depuis les années 90, donc depuis l'ère du renouveau démocratique qui a soufflé en Afrique, que quand les civils ont commencé à prendre le pouvoir, certains civils sont devenus plus autoritaires, plus dictateurs que des militaires. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit avoir peur des militaires. Et pour le cas du Mali, je pense qu'il faut un président fort. Ils ont fait l'expérience de ATT, ça n'a pas marché. Et c'est justement à cause de cette insuffisance des moyens au niveau de l'armée que les jeunes se sont mutinés pour dégager ATT, pour qu'il restait seulement 2 mois. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est vrai qu'il y a eu puisqu'ils ne s'étaient pas préparés, ce coup d'État de 2012, ils n'étaient pas du tout préparés. Et comme le terrain était libre... N'est-ce pas ce coup d'État-là qui a créé la faillite de l'État malien? C'est pas évident. Les Touaregs et les djihadistes avançaient déjà. Et l'armée malienne n'avait pas les moyens. Et c'est ça que les jeunes réclamaient. Et leur salaire n'était pas payé à temps, leur prime, ainsi de suite. Ils n'avaient pas les moyens militaires pour aller sur le terrain, pour aller sur le front. Donc il y avait une avancée déjà. Et c'est vrai que ce push a permis aux autres de faire une avancée plus accrue. Ils ont créé un boulevard. Oui, absolument. Bon, maintenant, les choses sont en train d'être reprises en main et je pense pour ma part que le véritable patron, en fait, de la transition, c'est le colonel Assimi Goïta. La dernière fois, il a fait organiser une cérémonie nationale pour le défunt Moussa Traoré, l'ancien président du Mali. Il a rendu visite à la famille. Donc, il fait des démarches qui donnent l'impression que celui-ci est en train de chercher une certaine popularité, une certaine adhésion de la population. Mais puisque la loi l'interdit très clairement de la charte de la transition, qu'un membre de la transition ne pourra pas être candidat, je ne pense pas qu'il puisse avoir les moyens de violer cette charte. Ce sera difficile avec le contexte de la CEDEAO aujourd'hui qui a des exigences. Et vous vous rappelez que le 8 mars dernier, il y a eu une réunion du soutien de la transition à Lomé et sous l'égide du président togolais. Et donc la CEDEAO suit les choses de très près pour que puis c'est eux-mêmes qui ont élaboré la charte. La junte
C'est eux-mêmes qui ont élaboré. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont aujourd'hui violer la charte pour que Assimi Goïta soit candidat. Mais quelque chose se prépare pour que personne ne vienne plus à la tête du pays avec cette insécurité qui est en train de sévir dans le Sahel. Voilà. Alors, Issa Kaoudim, le personnage qui a avancé les propos, c'est pas un personnage anodin. Il est l'un des vice-présidents du CNT, du Conseil national de transition, donc, qui est censé toiletter, on va le dire, les tests, donc légiférer. Est-ce que cette personnalité-là, qui jadis était proche de l'imam Diko, qui aujourd'hui visiblement a pris cette distance d'avec l'imam, aille dire cela publiquement, soutenir que c'est la volonté du peuple malien et que rien ne pouvait empêcher cela. Est-ce que, selon vous, on peut d'office écarter la candidature d'Assimi Goïta, comme semble le supposer Melguera? 4, 5 ou 6 éléments clés pour répondre à votre question. En un premier temps, je voudrais évoquer un élément d'ordre normatif, un élément d'ordre matériel. L'élément d'ordre normatif, c'est pour poser la problématique de la normativité et de la validité, pour être plus simple, de la validité juridique de la charte de la transition face aux armes. Cette charte est une norme entre griffes, c'est une norme exceptionnelle, entre parenthèses, qui intervient dans le cadre de la transition. Même si cela a été publié, si on rentre dedans et qu'on rentre avec les outils de chirurgie juridique, on peut arriver à démontrer des faiblesses par rapport à ça. Donc ça peut, ce n'est pas parce qu'on a écrit dedans que ceux qui sont membres de la transition n'ont plus le droit d'être candidats, que forcément cela peut être nuancé. Cela peut être nuancé. Déjà, l'application des tests constitutionnels qui sont élaborés de manière solennelle dans des États fait l'objet de nuances, pas des dirigeants. Pas des dirigeants, pas des juges constitutionnels même. Tout à fait. Le test reste là et on nuance son application. On trouve par exemple... Déjà, le test solennellement élaboré. À plus forte raison, un simple test, ce que je dirais un contrat, un griffe, un contrat ou un modus vivendi, dont la publication, à qui la publication au journal officiel n'accorde pas pour moi si grande validité que ça. Je laisse ça comme ça et j'évoque maintenant un élément d'ordre matériel. L'élément d'ordre matériel, c'est pour dire que, mais en fait, la victoire là, ou bien le trophée, le trophée là, qui a ce trophée là, c'est les militaires qui ont eu leur trophée. Les CCDAO, civils, tout ça là de côté d'abord. C'est les militaires qui ont eu leur trophée. Qui tiennent le pouvoir et qui l'exercent. Avant même le pouvoir, c'est eux qui ont eu le trophée. C'est-à-dire que c'est eux qui ont pris le risque de braver l'armée républicaine pour pouvoir chasser du pouvoir l'ancien président. Tout à fait. C'est un risque. Si la riposte était telle que des gens étaient sérieusement morts, ou bien Maïga, il s'appelle Maïga, non? Comment il s'appelle? Le vice-président de l'État malien actuel, celui qui logne du côté présidentiel. Goïta, pardon. Alors, si entre-temps, Goïta avait reçu 2 balles dans le cœur et qu'il était mort, qui serait mort? C'est lui qui serait mort. Donc, c'est par rapport à ça que je pose la problématique du trophée de guerre. Bon, pas guerre, du trophée. Le trophée revient aux militaires. C'est eux qui ont pris le risque. Mais observez un peu le processus, la succession des faits. Vous avez le mouvement M5. FRP qui a commencé ses actions depuis des mois. Et je ne sais pas, j'ai bien envie de le dire en fond Wangou, qui a vu le serpent. Voilà. Et finalement, là, les militaires sont venus tuer le serpent par la tête et ont fini par neutraliser le serpent. Et ils ont pris le serpent. Ils ont constitué le comment ils ont appelé CNSP. Tout à fait. Et au début, ils ont voulu militariser le gouvernement. La CEDEAO a réagi. Par la suite, ils ont voulu adopter une formule selon laquelle
le vice-président pourra remplacer le président. La CEDEAO a réagi. L'accord de Dakar contient des éléments qui justifient tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Assimi Goïta, il s'est arrangé pour être vice-président. Et quand vous lisez bien entre les lignes, vous voyez qu'en réalité, c'est lui le stratège. Il est dans la stratégie ou dans le stratagème. Depuis qu'ils ont fini le putsch, là, il est dans la stratégie. Et il a démontré tout à l'heure, il a dit qu'il développe des comportements au cours des grands rassemblements pour montrer qu'en réalité, il mérite d'être ovationné comme président de la République. Il est dans une démarche de reconnaissance avant de légitimation. De légitimation et de recherche même du pouvoir présidentiel. Votre affaire de charte là ne cache pas grand-chose, ne peut pas grand-chose face à des armes. Et la CEDEAO, à un moment donné, on peut lui opposer la souveraineté. Parce que quand on rentre dans la réelle politique, qui exerce le pouvoir? J'avais dit ici, on avait eu un débat sur le Mali ici. Et j'avais dit que je ne crois pas trop en ces militaires. Que si ils ne déçoivent pas le peuple, qui pourront arriver à bon port. Vous voyez, en fait, les militaires au pouvoir actuellement au Mali, Assimi Goïta, comme vice-président ou comme président, c'est en réalité le président. C'est le président et il fait office de vice-président. Et son président, qui est en réalité le vice-président, le président de la structure parlementaire qu'ils ont créée là, de 120 personnes, tous ces têtes militaires-là, en réalité, est-ce qu'ils sont nécessaires pour le Mali actuellement? Oui. Ils ont permis au Mali de régler un problème. Le peuple voulait le départ de l'autre et l'autre qui a commencé par prendre ses écarts au regard de la Constitution et au regard du respect du peuple. Donc ils étaient les bienvenus. Par rapport au contexte sécuritaire grave du Mali, ils sont les bienvenus. L'hypothèse d'Assimi Goïta comme président du Mali, pourquoi pas? C'est bien possible. Si je laisse les conditions ou les conditionnalités et que je traite la question par rapport aux conditions environnementales, par rapport au contexte sociopolitique actuel du Mali, je crois que si c'est un homme, si Goïta manifeste véritablement de l'amour pour le peuple et qu'il était président, pourquoi pas? Mais allons vers d'autres éléments que j'apporte au débat. À l'heure actuelle, si on s'en tient à la volonté collective, le haut consensus qu'ils ont cristallisé dans leur charte, élection ou cooptation, je crois que ça va être beaucoup plus facile pour lui et pour son camp de passer par le système de cooptation, parce que s'il doit être élu, il y a des conditions qui doivent être remplies. Et la première condition, c'est qu'on puisse revoir cette charte. Soit on revoit la charte en la réécrivant, ou soit on revoit la charte en nuançant son application. Et je sais qu'en Afrique, les gens ont la capacité de nuancer. Ce qui est bleu, ils ont la possibilité de dire que vous n'avez pas bien vu. Ça là, c'est du bleu noir, ou bien du noir, ou du bleu ciel. Non, c'est du bleu clair. Vous ne voyez pas que ça là, c'est du jaune teinté. Donc, on essaie de nuancer. C'est bien possible. Mais je trouve deux grandes conditions. La première condition, c'est que, pour raison éthique, il faut qu'il démissionne du pouvoir. Très tôt. Il démissionne du pouvoir, je crois, à 6 mois des élections, selon la connaissance que j'ai de la pratique constitutionnelle des États. Et à 6 mois de l'élection présidentielle, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il donne sa démission. Mais je reconnais en même temps dans la pratique qu'en donnant sa démission, ça peut peser au plan matériel dans le maintien sécuritaire du pays. Tout à fait. Mais je reste dans la débat juridique. Je préfère laisser l'analyse politique de côté. Alors, il démissionne. Et deuxième condition, les élections doivent s'organiser dans la plus grande transparence. De manière à ce que les parties prenantes, c'est-à-dire la commission électorale, doit pouvoir renfermer des parties prenantes de différentes catégories. Pour qu'il y ait consensus. Qu'il y ait consensus et qu'on voit clair. Maintenant, et il faut que les États africains
profite de ce qui se passe au Mali. Vous voyez, le Mali nous émerveille. Et là, je fais une analyse beaucoup plus macro. Le Mali nous émerveille par rapport à 2 éléments. Le premier élément, c'est que le Mali est en train de connaître pratiquement une transition. Ils sont en train d'aller à une refondation. Ce n'est pas une refondation constitutionnelle, d'après ce que j'ai compris, mais c'est quand même une refondation politique et institutionnelle. Donc, ils vont renaître à nouveau. Et pourquoi pas? Ce rôle, le Bénin l'avait joué en 1990. C'est le Mali qui est en train de nous montrer maintenant que les failles que nous avons laissées dans nos constitutions là, et dans nos pratiques politiques et constitutionnelles, il faille revoir ces failles-là et bourrer et fermer. Et le Mali est en train de donner le top. La deuxième leçon à tirer par les États africains, c'est que c'est la problématique de l'armée en politique et de l'armée dans le système constitutionnel. Ça me rappelle une éminente réflexion, une grande réflexion que le professeur titulaire de droit public, Adama Koda, il a eu non seulement à émettre quand on tenait séminaire avec lui en DEA de droit public, mais sur une question sur laquelle il travaille également, il écrit. Pour dire quoi? Le juge constitutionnel en Afrique aujourd'hui, je rejoins un peu mon frère, mais vous allez voir, le juge constitutionnel ou les conseils constitutionnels ou les cours constitutionnels de 1990, les 15 années qui ont suivi, là, ou les 20 années qui ont suivi le renouveau démocratique en Afrique, vous constatez qu'avec au Bénin, Madame Ouensou Concepcia, Elisabeth Pono et autres, là, pour parler du Bénin, vous constatez que c'était un juge constitutionnel qui faisait une lecture correcte de la Constitution selon les aspirations du peuple. Et avec le temps, on a senti un certain glissement. Le juge constitutionnel, par principe, est un juge à la fois technique et politique. Au début, il était technique. Au fur et à mesure que nous pratiquons cette constitution-là, il commence par devenir politique. Et on a l'impression qu'il y a un glissement dans l'interprétation de la norme fondamentale. La question se pose de savoir maintenant, puisque les États africains tendent à perdre leur gardien de la Constitution, leur arbitre constitutionnel, où faut-il aller trouver celui qui pourra siffler la fin de la pagaille? Dans le système romain, on a connu ce qu'on appelle le dictateur, qui est totalement différent de la dictature. C'est un organe qui est là lorsque les institutions commencent par se mélanger les pédales et que le peuple, vous savez, la Grèce et la Rome, c'est la démocratie et la philosophie, c'est là. Lorsque le pouvoir et le peuple commencent par se mélanger les pédales, le dictateur vient et il casse tout, il met tout à plat et il remet en place le système, l'ordre constitutionnel et il s'éclipse à nouveau. Dans le contexte actuel, le Mali est en train de nous montrer que le dernier gardien, nous devons réfléchir autour de ça. Est-ce que ce n'est pas l'armée? Mais quel type d'armée? Je crois une armée dont il faut encadrer la présence constitutionnelle et la présence politique, la présence électorale. C'est très important. Je m'en arrête là pour le moment. Voilà. Alors, Emile Guéret, selon vous, est-ce que l'armée, actuellement, qui détient le pouvoir au Mali, est en train de travailler pour l'arrivée du général Amadou Aya Sanogo au pouvoir? Bon, je ne saurais l'affirmer sans preuve, mais j'ai dit tout à l'heure que quelque chose se décide. Et je vous ai rebondi sur un aspect qu'a soulevé mon doyen en parlant de diktat. En fait, le mot à l'origine n'avait pas un sens péjoratif comme aujourd'hui. Non. C'est quelqu'un comme juge, quand il y a le désordre, il vient, il dicte des principes de la République et il met l'ordre et puis il se ressaisit. Mais ici, l'armée ne veut pas se ressaisir. Et dans le cas malien... Notre ami ne veut pas se dans le cas malien, il veut devenir politique maintenant et président. Oui, c'est possible. Pourquoi? J'ai parlé d'un processus de transformation planétaire qui s'annonce et qui sera réel. Quand vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect divin du pouvoir, c'est une réalité. Et donc pour nous qui connaissons cet aspect des choses, je pense qu'une nouvelle génération de dirigeants est en train de vouloir prendre place. Ça peut commencer par l'Afrique, n'importe où dans le monde, ça sera réel, une réalité effective. Donc, qu'est-ce que ces gens ont constaté depuis l'avènement de la démocratie en 91, après le push de ATT, personnel, qu'en fait cette démocratie écrase les minorités, écrase la majorité de la population. Et donc, la misère est ambiante, la corruption est bien assise au sein de l'armée, au niveau surtout des hauts gradés, des responsables, des généraux, et ça n'arrange en rien les jeunes.
Face à une telle situation de démocratie et importée, de démocratie à l'occidental, qui ne marche pas du tout avec les fondamentaux africains, ces jeunes sont en train de réfléchir autrement aujourd'hui pour remettre à plat les choses, remettre de l'ordre dans la manière de gouverner, dans la manière de diriger. Et moi, je pense, à mon avis, qu'ils ont un idéal. Et ça, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que cette fois-ci, ils ont tout fait pour éviter les erreurs de 2012. Et autour de Assimi Goïta, il y a une certaine entente, une certaine union au niveau de tous les corps d'armée du Mali aujourd'hui. Donc la réconciliation est effective entre les bérets verts et les bérets rouges. Et je ne pense pas qu'ils sont prêts à laisser encore une fois ce qui s'est passé. Et après le putsch de 91, où les civils se sont succédés, même Amani Toumani, devenu en temps civil, n'a pas comblé les attentes des populations. Donc ces jeunes ont une vision aujourd'hui que je pense qu'il faut leur faire confiance. Si ça, ils peuvent trouver une manière de contourner cette disposition de la charte pour que Assimi Goïta se présente, ce qui sera très difficile dans le contexte malien où j'ai dit la religion comme vous voyez face à lui l'imam Dicko. L'imam Dicko dans cette volonté de conquête c'est un élément très influent. Et certains membres du M5 qui estiment que le pouvoir leur a été volé. Or, le doyen a si bien dit que sans les militaires, Ibeka serait toujours là aujourd'hui. Sans les militaires, Ibeka serait toujours là. Donc c'est eux qui sont venus, comme vous l'avez dit, couper la tête du serpent. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention partout aujourd'hui dans le monde où les populations sont désabusées, sont désillusionnées. Vous allez voir peut-être un sauveur qui va venir, c'est vrai, moi je ne suis pas trop pour l'homme providentiel, mais qui va venir mettre de l'ordre avec le désordre qu'on a observé. Vous avez vu les dernières élections au Kaouazi-Beka, une élection pas du tout transparente, l'élection législative qui a déclenché des crises. Il y a des crises aujourd'hui aussi, il faut tenir compte de la grogne. Donc, Assimi Goïta, pour y parvenir, je pense qu'il a beaucoup à faire. C'est vrai, il est allé rencontrer aussi les familles fondatrices du Mali. Assimi Goïta. Ça veut dire que ce monsieur a une vision. C'est pourquoi je parle tout à l'heure des fondamentaux. On les a abandonnés au profit des concepts que nous envoie la doxa, c'est-à-dire que on ne peut pas faire la démocratie à l'occidental. C'est impossible, ça ne pourra pas marcher. Nous avons expérimenté la chose depuis 30 ans. Il est temps maintenant de faire un break, de réfléchir à l'avenir. Et ce que je pense, ce que j'entrevois à travers ces jeunes, c'est qu'ils ont l'intention de sortir du système. Tant que le système sera profond. Parce qu'aujourd'hui, il y a un état profond au Mali. Comme la religion, comme les syndicats, la puissante union des travailleurs du Mali, qui fait aussi pression sur la transition. Mais ils sont bien organisés cette fois-ci quand même, ces jeunes. Et avec la libération de leur patron, ils demeurent leur patron très influent, Mamadou Sanogo, dont on aura le temps d'en parler. Sanogo, donc, quand le choix, sinon l'option d'Assimi Goïta serait peut-être manquée, je pense qu'ils vont penser sur Sanogo. C'est possible. Possibilité donc de voir un positionnement de Sanogo? Oui, et pourquoi pas? On est toujours dans la problématique de l'armée en politique. Pourquoi? Dans le contexte malien, je crois qu'il vaut mieux, sans faire campagne pour les militaires, je crois qu'il vaut mieux que les militaires, que le peuple malien essaie les militaires pour voir, une fois encore, par rapport au contexte actuel. Et la chute de mon ami me plaît. Et l'éthique et la prudence recommandent que Goïta ne soit pas candidat, mais qu'il y ait plutôt d'accord entre lui et Sanogo et les autres militaires pour qu'ils puissent d'abord trouver une formule consensuelle qui ait un modus vivendi de manière à ce que l'armée ne se trahisse pas et que l'armée ne soit pas déjà divisée contre elle. Votre démonstration de tout à l'heure me plaît. Au-delà de cela, je crois que Sanogo pourrait faire l'affaire dans un cadre de consensus dans le rang des militaires. Cela me permet de partir de là pour émettre d'autres réflexions par rapport aux armées.
Je trouve que l'armée, dans le système constitutionnel du Mali, du Togo, de la Côte d'Ivoire, parce que je suis en train de voir, on est en train de voir l'armée comme le dernier rempart. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ce que les faits, je ne sais pas si c'est Dieu qui suggère ces faits. C'est ce que les faits sont en train de nous démontrer. Et je préfère en tenir compte pour me poser la question de savoir, mais dans quelles conditions c'est faisable? D'entrée de jeu, un militaire peut-il être candidat? Oui, parce qu'il est un citoyen. Mais pour qu'il soit candidat, il y a des conditions prévues dans leur déontologie, surtout lorsqu'ils ne sont pas encore à la retraite. Dans leur déontologie, il faut aller voir les tests qui organisent la carrière des militaires. Oui. Vous retrouvez dedans comme condition qu'il faut démissionner. Hein? Il faut démissionner depuis un certain temps, au minimum 6 mois ou bien 1 an. Vous voyez, il peut y avoir un acte à produire de servir la nation, de ne pas être auteur de troubles, parce que c'est des gens qui ont appris à développer la violence organisée. Et il ne faut pas avoir peur des militaires, mais il faut tenir compte de leur présence. Et il ne faut pas, quand vous dites qu'il faut leur faire confiance, moi je dis au peuple malien d'être vigilant. On a vu les militaires dans cette Afrique-là, et ne perdons pas ce que j'appelle la théorie et l'ontologie du pouvoir. Le pouvoir séduit, le pouvoir attire. C'est vrai que le pouvoir est d'essence divine, mais quand on reste dans l'histoire biblique et dans l'histoire biblique, c'est mieux. On verra bien que le Satan a toujours voulu du pouvoir de Dieu, son créateur, ce qui a fait qu'il a fini par être chuté. Donc le pouvoir est quelque chose de séduisant. Et le peuple qui donne le pouvoir, apparemment, sous l'onction de Dieu qui choisit le dirigeant, ce peuple-là ne doit pas dormir comme certains peuples d'Afrique. Un peuple, comme le dit Aimé Césaire, qui dort et qui ferme les yeux sur ses problèmes, c'est un peuple qui accepte qu'on fasse de lui ce qu'on veut. Donc, une armée républicaine et patriote. J'espère bien que M. Goïta vous a déjà convaincu de son patriotisme et de sa qualité de républicain. Moi, je ne suis pas encore suffisamment convaincu parce que je suis positiviste, je n'ai pas des écrits. Il n'y a pas d'engagement écrit de sa part. Je ne veux pas me contenter de faits et de foi pour pouvoir laisser un homme politique faire ce qu'il veut. Il est venu pour sauver le pays. Pourquoi, en voulant sauver le pays, on décide de balayer le salon, j'aime parler de manière imagée, de faire le lit, de mettre un lit à 10 places, hein, et de dormir, de rester désormais au salon ou dans le lit, de dormir là. Vous êtes venu pour un temps toiletter, vous quittez. Vous savez, ce qui s'est passé au Bénin en 1990 avec le grand patriarche religieux, Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme. Vous savez, en milieu politique, et je dis politique, en milieu catholique, ce n'était pas possible pour lui d'être président de la République. Si c'était possible dans l'orthodoxie, dans les règles du pontificat, d'être président de la République, et qu'il se laissait prendre par le pouvoir, le désir du pouvoir, ce monsieur-là aurait voulu être candidat et le peuple béninois aurait pu voter pour lui. Ce schéma-là, je me dis, mais pourquoi ce schéma-là n'avait pas pu se dérouler au Mali par rapport à l'imam Dicko? Je suis dans la fiction juridique et politique, un certain imam Dicko comme président, hein, ou bien comme le patron de la CNT, en tout cas comme président, et notre ami Goïta comme vice-président militaire, et deuxième vice-président civil, de manière à ce que, puisque l'image d'un religieux, ici un religieux musulman, est suffisamment respecté au Mali, lorsqu'il va avoir des velléités, l'autre puisse lui dire non, calme-toi, nous sommes venus pour une mission. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est dessiné. Je crois que la position de l'imam, elle a une position à saluer également. Donc, comme vous venez de le dire, ça va lui être difficile. Je crois que si un militaire, il est souhaitable qu'un militaire soit prochainement président au Mali, face aux réalités sociopolitiques du Mali, aux réalités actuelles, ce militaire-là, je ne souhaite pas que ce soit notre ami Goïta. Et Sanogo? Sanogo peut-être. Sanogo peut-être, mais il y a des préalables, c'est de ça que je parle. Je parle également du positionnement de l'armée dans la Constitution. Il y a des préalables. Il ne faut pas laisser... Pour le moment, ces préalables n'existent pas dans les constitutions. Le président de la République est le chef suprême des armées. Et secondo, les armées sont aux casernes.
Alors, la Constitution doit trouver un toilettage constitutionnel qui permette à l'armée, lorsque la paix, la sécurité, lorsque certaines conditions sont remplies et qu'il y a dissension totale entre le pouvoir et le peuple et qu'il y a violation manifeste des droits de l'homme, où il y a des tueries en désordre, le président dirige désormais contre son peuple et qu'il y a des morts et que les Nations Unies ont réagi. Donc il faut bien encercler ça au plan juridique, que ce soit interne ou international, que l'armée puisse réagir et que lorsque l'armée réagit, elle travaille au rétablissement de l'ordre constitutionnel et elle revient en arrière, un peu comme ce que faisait le dictateur. C'est Clips. C'est un peu comme ce que faisait... Je ne pense pas, à mon avis, qu'il faut signer un chèque à blanc aux militaires, à la force. Moi, je suis anti-violent. Toutefois, ces jeunes, dans le cas malien, là, je dis ils ont un idéal. Pourquoi? Je ne fais pas du tout confiance un seul instant à l'imam Dicko. À moi, je lui fais confiance. Pour ces alliances avec des États du Golfe qui financent le terrorisme, je dis c'est dangereux pour le Mali dans la crise sanitaire, dans la crise sécuritaire actuelle. Parce que ces instances sont fous. D'abord, lui-même dit qu'il ne veut pas du pouvoir. Alors, je pense, à mon avis, qu'il devrait accompagner la transition pour qu'elle aboutisse. Beaucoup estiment qu'il l'a fait et qu'il n'a pas suffisamment été écouté, d'où il a pris ses distances. Pourquoi veut-il s'imposer? Le débat se pose aujourd'hui à l'interne au Mali comme à l'international, si le Mali continue de demeurer un État laïque. Donc moi je pense qu'il faut écarter les religions, la religion du pouvoir. Ce n'est pas la même chose que la spiritualité, c'est deux choses différentes. Pas de religion dans le pouvoir. Mais de spiritualité. Ah oui, absolument, parce que tout est spirituel. Ouais, vous savez. Je suis d'avis avec vous, hein. Voilà. Je ne suis pas que juriste. Je vais vous dire, ici, le cas de Monseigneur de Souza, pour revenir au cas du Bénin, et il n'est pas... Monseigneur de Souza, c'est Kérékou qui l'a fait, Monseigneur de Souza. Beaucoup font la confusion. C'est Kérékou qui a fait Monseigneur de Souza. C'est pas lui qui a fait la conférence. C'est Kérékou qui a bien voulu l'écouter. Si Kérékou n'a pas voulu l'écouter, ben c'est fini. Mais finalement, c'est ça. Donc c'est Kérékou qui l'a fait. Et vous avez constaté, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'Occident qui nous fait croire qu'il faut avoir peur des militaires. Mais c'est un faux concept. Hitler n'était pas militaire. Il est un des dirigeants les plus dangereux du monde que le monde a connu. Et donc, nous avons vu Kérékou quand il était revenu. Mais c'est un démocrate. Encore qu'il s'est converti à l'évangéliste. Donc, je dis, il ne faut pas avoir peur des militaires. Les militaires ont montré à Tété, quand il a fait le push en 91, il a cédé le pouvoir tranquillement avant de revenir. Donc, c'est pas ces jeunes, c'est des jeunes, je l'ai dit en temps, c'est des jeunes intellectuels. Quand je prends Sanongo, par exemple, il a fait plusieurs séjours d'études aux États-Unis. Il est diplômé d'école militaire en Virginie des États-Unis. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Assimi Goïta également a fait les États-Unis. C'est des grands intellectuels de l'armée qui réfléchissent, qui ont un idéal pour leur pays. Et donc, moi, je pense très sincèrement qu'ils sont, pour ma part, en train d'entrer dans ce processus de transformation mondiale qui est en train de s'annoncer, où nous allons avoir droit à une nouvelle génération de dirigeants. Voilà qui est clair. Vous semblez sans doute avoir, pourquoi pas, un peu d'admiration pour Amadou Haya Sanogo. Ce n'est pas le cas de tous les Maliens. Le procès dans lequel il était engagé a connu donc son épilogue. Un procès qui est visiblement passé en perte et profit. Aucune sanction n'a donc été prise ni à son encontre ni à l'encontre de tous ses co-accusés. Certaines victimes ont donné de la voix ainsi qu'un avocat. Nous allons suivre donc un extrait de ce qui s'est passé à la fin donc de ce procès-là, un procès pour lequel il n'y a eu aucun verdict. Le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision. En libérant
Aya qui a massacré les gens, qui a enlevé les femmes, qui les a violées. Et c'est la honte aujourd'hui. Cette date doit être inscrite dans l'histoire du Mali. Moi, je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit. En réalité, je suis choqué. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que normalement, Foussène Diarra Difous, pendant son audition, il a dit clair et net devant tout le monde qu'il a tiré des rafales sur les enfants. Il n'a même pas regretté. Pendant 6 ans, pendant 7 ans, vraiment en train de faire cette lutte. Je pensais que Foussène Diarra, j'aurais préféré qu'il y ait des condamnations ce matin. J'aurais préféré qu'il y ait des condamnations, des femmes ont été violées, on a tiré des rafales sur des enfants. Aujourd'hui, on passe tout cela en perte et profit. Sanogo s'en sort blanchi, peut-être prochain président du Mali. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces atrocités-là commises en 2012 ? Oui, sur le plan éthique, ça gêne. Ça gêne. Ça pose le problème de l'application des normes. Il me semble qu'il y a eu une application en grille politique des normes, une application en fonction du contexte actuel. Mais je dis, pour le moment, est-ce que ce n'est pas mieux de privilégier la paix? Vous voyez, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils ont également organisé et réussi un putsch ou un coup d'État. Certains membres du coup d'État actuel ont été membres du coup d'État de 2012. Et ils ont bien fait, ils ont tout fait d'avoir signalé positionné dans leur charte qu'ils ne doivent jamais être poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Et il me semble que c'est une décision qui a beaucoup plus prise dans un contexte politique. Et maintenant, cette affaire, elle va connaître une résurgence. Malgré l'élément qu'on vient de suivre, je crois qu'il y aura à calmer. C'est d'abord la dimension politique de l'affaire qui a été réglée, parce que le Mali est à la recherche d'un leader crédible. Tout à l'heure, on a opiné par rapport à l'éventuelle possibilité ou à l'éventualité de la candidature de Sanogo comme président de la République. Au plan macro, il faut quand même rechercher la paix. Et au plan micro, c'est-à-dire la décision d'ordre civil par rapport à ceux qui sont victimes d'une manière ou d'une autre, ça pourra revenir après. Ça rentre fondamentalement dans la violation des droits de la personne humaine. Et je crois que c'est des infractions et à tout moment qui peuvent faire résurgence. Ils sont en train de parler de la justice internationale. Ils ont le droit de saisir la justice internationale. Mais ce qui compte pour moi, là, le plus important, là, tout de suite, là, c'est de faire en sorte que le Mali se porte politiquement bien et qu'il y ait de la sécurité, la question de djihadistes et tout ça, là, que ce soit réglé. Le reste, là, les conséquences ou les implications du putsch vis-à-vis des civils, je crois que ça peut toujours être posé et traité. C'est mon point de vue. Alors, Emel Guérin, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de sanctionner le général Amadou Yahya Sanogo pour sa responsabilité dans les exactions? On sait qu'il y a des charniers, des bérets rouges ont été abattus, des enfants ont été abattus, des femmes ont été violées. Aujourd'hui, on ne prend aucune sanction contre ce personnage-là, on l'anoblit. En quelque sorte, vous avez parlé de la cérémonie en hommage de Mara. Il a été accueilli, applaudi, il a porté tous ses galons. On a l'impression qu'on est en train, pourquoi pas, d'acclamer et de célébrer l'ignominie. Quelqu'un qui a tué et qui donc doit, pourquoi pas, être sanctionné par rapport à ces actes-là. Monsieur Joannès, j'ai l'impression que vous passez déjà à la guillotine, Sanogo, avant qu'il soit jugé. Sa responsabilité est engagée. Il est présumé innocent, il n'est pas encore jugé. Il n'y a pas eu de jugement, on ne sait pas, les enquêtes n'ont pas prouvé pour le moment à l'heure où nous parlons. Pourquoi donc avoir rendu cette décision au terme de ce soi-disant procès? Voilà, le doyen vient de dire que cette décision est politique. Pourquoi? Le contexte dans lequel cette décision est prise par la Cour d'appel de Bamako, elle l'a prise dans un contexte politique. D'abord, il faut vous rappeler qu'en 2019, il y a cette loi de l'entente nationale qui a été promulguée par
le président Ibeka. Déjà le 20 janvier, il a libéré, il bénéficie d'une liberté provisoire. Amadou Sanogo, est très effrayant au sein de l'armée. Et ces quelques mois passés à la tête de l'État, je ne sais pas comment il s'est arrangé, et je suis tombé sur un document de Jeune Afrique qui a démontré que Sanogo était en possession d'une vidéo secrète. D'une vidéo secrète qui implique toute la classe sociopolitique malienne, c'est-à-dire les religieux, les syndicats, les militaires, tout le monde, les politiciens. Et il a en sa possession et il menace, il fait du chantage avec. Ça veut dire que donc ce serait un maître chanteur. Ah bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, il tout dit... ce qu'on pourrait avoir à lui reprocher. Il y a 2 chefs d'accusation contre lui. Et c'est 15 co-accusés, c'est-à-dire enlèvement et assassinat de 21 bérets rouges. C'est tout, on n'a pas parlé de viol. Il est arrêté pour enlèvement et assassinat. Vous avez écouté tout à l'heure l'avocat qui a dit qu'il faut éviter un procès dans lequel, à la suite, on verra des morts. Pourquoi? Parce qu'au Mali, la peine maximale de l'assassinat, c'est la peine de mort. Ça veut dire s'ils étaient reconnus coupables, ils seraient tous tués. Or, le contexte dans lequel c'était dans le cadre d'un contre-coup d'État, c'est-à-dire les bérets rouges qui ont voulu rétablir leur centre à Tété donc, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui ont circulé. Et là, je condamne, je soupçonne les religieux qui ont circulé que la junte, dont les bérets verts qui étaient au pouvoir à l'époque en 2012, donc, cherchait à anéantir les bérets rouges. Et donc, il y avait quelques actions qui ont fait peur aux bérets rouges, qui ont décidé de défendre leur corps. Ça a dégénéré. Je n'ai pas les preuves. Personne n'a encore prouvé, la justice n'a pas prouvé que, effectivement, Sanogo et ses co-accusés sont responsables. Ibeka a nommé Ibrahima Tambélé, qui est proche de Sanogo, ministre de la Défense. Tout à fait. Mais alors, si lui le fait... Le procès a d'ailleurs demandé à lui-même Ibeka déjà vienne et qu'il comparaisse. Lui-même Ibeka déjà faisait très attention à Sanogo. Parce qu'il faut maintenant l'entente, la réconciliation au sein de l'armée même et avec le peuple. Alors, cette histoire entre les bérets rouges et les bérets verts, cela est en train d'être fait. Alors cette loi de l'entente nationale qu'a promulguée l'ancien président Ibeka, la loi dit ceci exactement. La loi dit que tous les crimes commis en 2012 sont exonérés, sauf les crimes relevant de la Cour pénale internationale. Cette cour que je n'adule pas du tout. Moi, pas. Il faut rester africain, il faut rester malien. Et donc, vous permettez, dans ce cadre-là, les familles ont été dédommagées. Les soldats simples ont reçu 15 millions de francs CFA. Le dédommagement remplace-t-il la vie de l'homme? Je suis d'accord, mais ils ont accepté. Leur avocat a accepté. Le lundi dernier, le banc de la partie civile était vide. Ils ont pris des avocats, les avocats ont accepté. Donc, ce discours, droit de l'homme, tout ça là, c'est un faux concept. Il faut la paix. Et moi, je dis tout pour la paix. Tout est possible pour la paix, il faut le faire. Tous ceux qui ont été tués l'ont été donc gratuitement. On prend quelques... Ah, mais c'est des soldats. C'est des soldats. C'est des soldats. Il n'y a pas que des soldats qui étaient des victimes dans cette affaire-là. Mais pour ce qui concerne Sanogo, c'est ce crime-là, par rapport aux 21 bérets rouges, qu'il a été arrêté, pas pour autre chose. Par rapport à l'élément qu'on a suivi, peut-être aurait-il fallu le poursuivre pour d'autres chefs d'accusation. Alors, Juste Diomgbati, ce sera peut-être ma dernière question pour vous. Quelle suite voyez-vous à toutes ces affaires-là? Les militaires ont aussi décidé, par exemple, de traiter avec des groupes d'autodéfense qui sont des groupes déjà dissous. Cela crée aussi des réactions dans le pays. On estime que des personnes qui n'ont pu voir au chapitre sont encore célébrées par les militaires. Ce sera ma dernière question. Rapidement. Oui, vous voyez... C'est ce que je disais. Nous voulons le bébé, ou bien nous voulons l'eau de bain du bébé, ou bien nous voulons quoi? C'est-à-dire, c'est ce que je disais. Et j'ai apprécié certains aspects, certaines analyses conceptuelles de mon ami Guérin. C'est vrai, nous manipulons beaucoup des concepts dont la plupart sont inventés par l'Occident. Les droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont nécessaires, il faut les défendre, il faut les protéger, mais il faut tenir compte également du contexte. La démocratie, elle est universelle, c'est vrai, mais elle doit tenir compte des spécificités culturelles et des réalités du pays. Et il faut faire attention. Vous voyez, il y a ce que j'appelle, je dis, mais à travers les droits de l'homme, on peut se retrouver également en porte-à-faux, même avec Dieu. Par exemple, certaines valeurs qui sont promues de l'autre côté, suivez mon regard. Dans le livre de Genèse, par exemple, il a été dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Pour les chrétiens, c'est ça, hein? Vous comprenez ce que je dis? Alors, il ne faut pas que les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant nous conduisent à la dislocation des familles, à la dislocation. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention, qu'on recherche le juste équilibre. Et quel est le problème au Mali actuellement? C'est un problème politique, c'est un problème sécuritaire, maintenant c'est judiciaire. C'est un problème de désunion entre militaires, désunion au plan national. Il faut travailler à l'union des militaires. Hein? Il faut travailler par la suite au consensus national. C'est des valeurs importantes. Ceux qui sont éplorés ou ceux qui sont victimes dans l'affaire Sanogo, qui gardent leur mal en patience. Je crois que le vent politique ou sociopolitique qui est en train de souffler au Mali, où le Mali est à l'étape de la refondation, ce vent-là va passer. Et ils auront la possibilité de ramener l'affaire dans le sens du droit commun, de poser des problèmes purement individuels. Et je crois que ça va être traité. Vous voyez, si nous ne savons pas faire, le Mali va devenir comme un État qui est complètement tombé en faillite et qui est complètement éclaté, avec un risque pour l'Afrique de l'Ouest. Et je comprends donc la raison pour laquelle la CEDEAO suit de près ce qui se passe là-bas. Je ne le dis pas pour dire que les victimes n'ont pas le droit de réagir. Mais ils ont dû rester patients jusqu'au moment où la décision là est sortie récemment. Ils peuvent encore être patients pour que le grand intérêt national puisse triompher au plan politique. À quoi ressemble un État sans président de la République? À quoi ressemble un État sans institution? Voilà. Emile Guérin, mot de fin? Oui, je pense qu'il faut pouvoir juger les choses avant. Si d'autres chefs d'accusation, si d'autres accusations peuvent arriver, d'accord, mais dans ce cas des chefs d'accusation qui ont précédé l'arrestation, n'oubliez pas que c'était depuis 2013 que Sanogo et ses co-accusés ont été arrêtés. Donc il a fait plus de 6 ans, je crois, en détention. Et donc cette charte, cette loi pour la réconciliation, c'est pas la jeune qui est là aujourd'hui, qui a voté la loi et qui a promulgué la loi. Elle est en cours, d'autres n'ont bénéficié de ça, pourquoi pas eux, pour que la paix puisse enfin arriver au Mali. Et ils ont d'ailleurs un ministère pour la réconciliation. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour la paix, parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la réconciliation, cette grave crise qui est au Sahel, qui les menaces du djihadisme, ils ne pourront pas y arriver. Voilà. Je pense qu'il faut faire confiance aux militaires. On vous aura compris. Vous êtes Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Julius Nyongpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour notre numéro de notre émission. Merci.
they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. Restez informés à chaque instant sur Sika.